Comme promis, deuxième partie du CQFR du week-end qui arrive après le week-end, qui arrive lundi. C'est là, voilà, c'est le petit cadeau du lundi. Même si c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas récemment fait de podcast la semaine dernière. Vous inquiétez pas, ça aussi, ça va revenir. Du coup, deuxième partie du CQFR, on va répondre à vos questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Théo, tu les avais sélectionnées samedi. On enchaîne direct. Je te propose qu'on commence direct dans le vif du sujet. Eh ben allons-y, directement dans le vif du sujet, une question qui nous est envoyée par Rouchon et qui dit « Ma question concerne Tidjane Salin. Je ne regarde pas les Hornets, restons sérieux, entre parenthèses, mais au vu de ses stats, 6 points, 5 rebonds à 28% à 3 points et 33% au shoot en 20 minutes, et de la structuration de l'effectif de sa franchise, Bridges et Grant Williams toujours là, et du monde en poste 3 qui sera peut-être décalé en 4, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour l'avenir de Tidjane en NBA ? Un an après sa draft, comment voyez-vous le plancher et le plafond de notre Français ? Avez-vous des exemples de joueurs passés ou présents avec un parcours similaire ? S'inquiéter, non. Je vais reprendre exactement l'expression que j'ai utilisée l'autre fois. Le compte à rebours, il a commencé. Tu peux vite sortir de cette ligue. Le plus dur, quelque part, c'est pas d'arriver en NBA, c'est d'y rester. Et Tidjane Salin, oui, va falloir se montrer. C'est la difficulté. En plus, quand tu es dans les équipes faibles comme ça, c'est un peu injuste parce que et encore plus quand tu es dans une équipe faible qui est faible depuis longtemps et qui du coup a une espèce de semi-pression pour tourner mieux, quoi. C'est qu'il y a un mix de plein d'agendas différents, de l'ambition collective, de l'ambition des dirigeants, du coach, des joueurs eux-mêmes. C'est pas simple, c'est pas des situations simples. Maintenant, je pense qu'il est trop tôt quand même pour s'inquiéter. Tidjane Salin, ce qui est bien, c'est qu'il a la taille et un profil potentiel. Et Tidjane Salin, il ferait 10 centimètres de moins, je t'aurais dit, ouf, c'est compliqué. Là, il a une taille qui fait que tu vas jamais complètement l'oublier, en fait. Il est à un poste, il est sur un truc où on se dit, ah, quand même, un mec comme ça qui peut être. Tu vois, Tidjane Salin, il y a peut-être une franchise qui se dit, non, en fait, c'est pas un ailier, c'est un pivot qui étire les lignes, tu vois. C'est un pivot qui étire les lignes, mais les Hornets, ils ne l'ont pas compris. Il y aura, je pense que si ça marche pas à Charlotte, il y aura encore une deuxième et peut-être même une troisième chance. Tu vois, un gars qui est peut-être plus talentueux, Malédon, il est plus talentueux, je pense, que Tidjane Salin, et c'est pas une tare c'est pas une tare, hein. Malédon est très très talentueux, très très très, très talentueux. De par son poste et sa taille, il y a moins de chance en fait. Et t'as beau être bon en NBA, bah non, il y a moins de chance et t'es obligé d'aller ailleurs. Salin, je pense qu'il y aura encore des opportunités. Ça passe par les opportunités, justement, une question de chance, évidemment son travail, son éthique professionnelle, la manière dont il progresse. Et malheureusement, je trouve ça malheureusement, parce que je me souviens qu'il y a un an, j'avais dit, je le pense toujours, je trouve que Tidjane Salin, il ne se concentre pas sur son adresse à 3 points. Mais par contre, je pense que dans la lecture qu'il y aura des performances de Tidjane Salin, le pourcentage à 3 points est important. Dans la lecture globale, pas forcément celle complètement de sa franchise, mais il y aura ce truc de, ouais, on veut qu'il étire les lignes, donc il faut qu'il mette des 3 points. Et lui, si j'étais lui, je me concentrerais sur tout le reste, mais quelque part d'un côté, il faut garder dans un coin de sa tête qu'il doit mettre des 3 points. C'est un peu très bizarre ce que je viens de dire, ça peut sembler contradictoire, mais je vous jure que dans ma tête, c'est très clair. Non, non, je vois très bien ce que tu as dit. En Summer League, je repensais parce que j'ai vu un bout de match justement des Hornets. Et il y a un match où il en a mis deux, dont un très beau avec un petit step back. Je pense qu'il progresse de ce côté-là. Ce dont il faut se rappeler pour Tidjane Salin, c'est que l'an dernier, c'était l'un, voire le joueur le plus jeune de toute la draft. Il est vraiment tout jeune, Tidjane Salin. Et finalement, là où je te rejoins complètement, Antoine, c'est quand tu dis c'est dur dans cette équipe, parce que tu dis c'est une équipe qui est faible, mais c'est une équipe qui n'a pas conscience qu'elle est faible. Et tu sais même pas quel est l'objectif des Hornets. Est-ce qu'ils veulent vraiment gagner des matchs et jouer le play-in à 100%? Est-ce qu'ils sont toujours dans l'évaluation des talents et se dire de toute façon la saison prochaine c'est pas important? Et tout ça en fait ça tourne même pas autour de Tidjane, ça tourne autour de Lamelo. Il y a plein de talents dans cette équipe. Leur meilleur joueur sur le papier, le seul All-Starisable, c'est Lamelo Ball. C'est un joueur extrêmement clivant, qui a du talent, qui est très souvent blessé, et on sait toujours pas si c'est un joueur qui t'apporte des victoires ou pas. Et en fait, je pense que la complexité pour Tidjane, elle vient de là, parce que imaginons si l'an dernier, les Hornets s'étaient dit, Tidjane, il est tout jeune, il faut qu'il joue beaucoup, on va le mettre en G-League toute l'année. Tu vois, et que ça avait été leur projet, et qu'on ne l'ait même pas vu en NBA, tu vois. Et bon, on se poserait pas forcément la même question. Aujourd'hui, on se dirait, ben non, Tidjane, de toute façon, il était en G-League, il a fait tel stat, il est dans comment dire, dans
il est dans sa progression, sa vraie saison rookie, ça va être maintenant, tu vois. Alors qu'au bout Ouais. du compte, il était déjà un peu dans la rotation. Effectivement, ses stats, elles sont pas flatteuses, mais c'est un joueur qui est tout jeune, dans une équipe qui a un bon coach, je pense, mais qui manque de structure parce que tu sais pas si tu vas avoir ou non la Melo Ball. Donc je pense que la situation est pas simple pour Tidjane, mais comme toi, je pense que quand même, il y a pas de quoi s'inquiéter, s'alarmer encore maintenant. Le fait qu'il ait été drafté haut lui garantit un certain statut, malgré tout. Donc je pense que voilà, il a encore de vraiment belles cartes à jouer, mais il n'est pas dans une équipe qui est, le cadre est pas simple pour lui. Allez, une autre équipe de la conférence Est ensuite, Étienne qui nous pose une question autour de Mike Malone et des Knicks. Avant de vous poser ma question, je tenais à vous remercier pour la qualité de vos vidéos, des sujets traités ainsi que le ton utilisé. Le lecteur de basket session depuis des années. Non, pardon, lecteur de basket session depuis des années, j'ai découvert vos vidéos l'an dernier au moment des playoffs et depuis, celle-ci m'accompagne quotidiennement. Bref, un grand merci pour le temps passé à nous faire vivre de l'intérieur ce sport qu'on aime tant. Bah merci pour le message. Grand fan des Knicks et de Brooklyn 99, en passant, bon choix de série. J'ai, depuis l'arrivée de Léon Rose, repris espoir quand sonne le début de la saison NBA. Il est vrai que nos amis les Knicks nous ont fait vivre l'enfer pendant des années, mais depuis 4 ans, nous sommes à nouveau une place forte du paysage NBA. Et pas pour les frasques de notre propriétaire, mais bien pour nos résultats sportifs. Bref, si j'ai compris, je le souhaite également, le limogeage de Tibbs en fin de saison, je m'étonne d'avoir vu la piste Mike Malone écartée alors qu'elle me semblait être la plus kiffante et la plus en accord avec la volonté de la direction de, entre guillemets, gagner tout de suite. N'ayant pour le moment pas eu de réponse à cette énigme, j'ai imaginé une hypothèse et je vous la partage. Selon moi, la fin de l'aventure de Malone à Denver, entre un entraîneur qui semblait avoir perdu une partie de son groupe, plus un ego très développé et des tensions affichées avec le front office, ont certainement dissuadé Léon Rose d'imaginer Malone en candidat sérieux pour ce poste. Qu'en pensez-vous ? Peut-être, peut-être effectivement. Il a l'air d'avoir un caractère bien trempé, peut-être, ouais. Peut-être que Malone n'était pas non plus chaud pour le poste, je sais pas trop. Je sais pas, quoi. Tu vois, c'est des insights qu'on n'a pas, évidemment. Mais peut-être, peut-être. Après, j'ai l'impression que ça a été très mal géré pour le coup. C'est peut-être le plus gros couac d'ailleurs depuis l'arrivée de Léon Rose, c'est le licenciement de Tom Thibodeau, qui pour moi, on l'a déjà dit plusieurs fois, n'était pas une mauvaise idée en soi, mais ton plan A, ça peut pas être le coach d'une autre équipe. Et si vraiment c'est le cas, ton plan B, ça ne peut absolument pas être le coach d'une autre équipe. Et si vraiment tes deux choix préférentiels, c'était des coachs d'une autre équipe, ton plan C, là, c'est interdit que ce soit le coach d'une autre équipe. Et c'était visiblement le truc. Et ça, c'est quand même très surprenant. Et Ouais. ça, c'est vraiment. Et pour se retrouver avec Mike Brown, no offense, quoi, mais c'est pas ça qui va changer complètement la donne. L'ironie, c'est que les Knicks iront peut-être plus loin. Là, aujourd'hui, tu me demandes tout de suite quelle équipe va en finale NBA. Bah, je serais peut-être tenté de dire plutôt New York que Cleveland, tu vois. Mais je pense effectivement que c'était pas le mieux géré. Michael Malone aurait pu être intéressant. Après, pourquoi exactement il n'a pas été pris? Même Malone, je ne sais pas si c'était nécessairement le meilleur choix. Je pense que, en tout cas, pourquoi sa piste n'a pas été étudiée, visiblement, sérieusement, je rejoins Étienne. Je pense que ça joue beaucoup parce qu'en fait, au-delà de ce qu'on pouvait reprocher à Tom Thibodeau dans sa gestion des rotations ou d'un point de vue purement basket, ce qui ressort, c'est aussi sa manière de gérer l'humain. C'est pas un bon communicant, visiblement, notamment avec le staff, avec la direction, etc. Et je pense que Mike Malone, pour le coup, c'est pas un coach non plus à qui tu dis comment il doit faire les choses. Il l'a montré, hein, même dans le relationnel avec les joueurs. C'est un des rares coachs actuels, je dis actuel parce qu'il a pas été, il a été viré il y a peu de temps, qui parfois affichait encore ses joueurs dans la presse. Quelque chose que tu voyais assez fréquemment dans les années 90. Ça se fait plus du tout maintenant. Il n'y a plus jamais un coach qui va blâmer l'effort ou le sérieux de ses joueurs, alors sans forcément les nommer précisément dans la presse. Donc je pense qu'effectivement, après Tom Thibodeau, New York n'avait pas envie de partir dans cette direction-là. Et c'est là aussi, je pense, ce qui donne le plus de sens au choix de Mike Brown, qui, je le redis encore, est pas un mauvais... C'est un très bon coach NBA. C'est simplement, si tu renvoies Thibodeau en disant on a décidé d'arrêter là parce qu'il n'avait pas suffisamment de créativité pour débloquer des situations basket, on trouve qu'il n'avait pas ça dans son arsenal. Je pense pas que Mike Brown soit la meilleure option de ce point de vue-là. Par contre, humainement, manifestement et clairement,
Je pense que c'est quelqu'un qui est meilleur dans sa communication avec les joueurs, meilleur dans sa communication avec la presse et avec le management et avec chaque personne dans une franchise. Ça peut paraître trivial, mais c'est vrai que finalement, et là je veux voir les choses un peu du côté positif pour New York, parfois ces éléments dans un sport collectif, ça joue. Est-ce que ça lui permettra d'avoir plus facilement, je sais pas, de mieux gérer les égos des uns et des autres? Peut-être. Est-ce que ça suffira pour que New York devienne un candidat au titre? Je sais pas. C'est pas l'option que j'aurais choisie en premier si tu m'avais dit on se sépare de Tim Thibodeau. Et comme toi, Antoine, quand ça a été fait, j'étais plutôt pour, je comprenais la raison, et toute ma logique, par contre, c'était sur, c'est bien de le faire tout de suite, parce que derrière, tu peux avoir ton coach avant la draft, tu peux déjà commencer à communiquer aux joueurs le plan de jeu que tu imagines. Tu vois, le timing, pour moi, il était conditionné à ça, et au bout du compte, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Donc on verra. Par contre, à titre personnel, c'est vrai que ça aurait eu de la gueule. Mike Malone, quand même, coach Michael Malone, je vais me faire tirer les oreilles, il me fait trop peur. Je fais l'effort de l'appeler Michael. Ça aurait de la gueule à New York. C'est un coach, c'est un New-Yorkais pur jus. Hein. Et il y a plein d'anecdotes qui sont assez marrantes autour de Michael Malone, notamment quand il allait chercher ses assistants l'été pour, quand ils allaient soit faire du sport ensemble, soit pour aller à leur meeting. C'est lui qui venait les chercher en voiture. À chaque fois, il y a du rap dans sa voiture, des trucs des années 90. C'est un mec qui s'est tapé avec Sam Cassell quand il jouait au basket, quand il était en high school. Enfin, moi, j'adore le personnage. Quoi. Tu vois, il sent New York. Les fans l'auraient kiffé, je pense, tu vois. Mais ouais, je pense que la carte personnalité a joué dans le fait qu'il soit pas considéré. J'ai fait long, Antoine, du coup. Non, t'inquiète, on peut enchaîner, t'inquiète, pas de souci. Je pense qu'on a tout dit sur Malone. Allez, enchaînons avec une franchise qui est chère à ton cœur. Bonjour la team, c'est la première question que je vous envoie, donc j'aimerais commencer par vous remercier pour votre travail qui m'accompagne tous les jours depuis 2 ans déjà. C'est une question de Romain, pardon. Vous l'aurez deviné, ma team un peu technique à suivre est Portland, que j'ai aimé et commencé à suivre avec mon joueur préféré Dame. Étant belge, le fait de voir arriver Toumani a été un cadeau tombé du ciel. Pour les Blazers, on sait tous que la saison prochaine ne sera toujours pas une saison pour laquelle poser d'énormes espoirs de compétitivité, mais juste continuer de progresser. Je pense vraiment que c'est l'équipe avec le moins de couverture médiatique dans votre média, même si ça se comprend, de points pas assez nuls pour qu'on en parle, mais jamais assez bonnes pour qu'on en parle non plus. Ma première question a trait à la compétitivité de l'équipe. Quel horizon voyez-vous pour que cette équipe, si son corps de jeunes joueurs talentueux évolue dans la bonne direction, puisse enfin goûter aux playoffs et essayer de discuter avec les équipes d'une conférence Ouest plus forte que jamais? Et quel profil manque-t-il encore à l'effectif pour en faire une équipe de haut tableau dans 2-3 ans? Question subsidiaire, un peu moins sérieuse. Tous les auditeurs savent que Théo est à fond derrière le 8 et que Shai est un mordu du Magic. Alors je précise, je suis pas non plus un fan du 8 ad vitam aeternam. Moi, je reprécise que j'ai pas de problème à changer d'équipe préférée en fonction des effectifs et des équipes qui me font le plus kiffer, même si c'est vrai, j'ai un faible pour le 8, notamment qui venait des époques Jimmy Butler. Bref, j'enchaîne. Pour ce qui est d'Antoine, attention, à part les 2-3 fois où il a murmuré que Portland était son équipe, je trouve son amour très pudique. En effet, comparé aux 2 comparses, les envolées dithyrambiques sur sa franchise de cœur sont aussi rares que les masterclass tactiques de coach Billups. As-tu honte de faire partie de notre confrérie? Avec un smiley qui rigole, bien entendu. Non, mais j'ai pas j'ai pas une franchise de cœur aussi marquée, un peu comme toi. C'est parce qu'on s'est moqué. Il y avait des raisons en fait. On a un peu blagué. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui nous écoutent et qui doivent se dire que moi, je suis pour Milwaukee. Alors que honnêtement, la franchise en elle-même, je peux pas l'encadrer quoi. J'aime Yanis et il y a dans un petit coin de ma tête justement, je me dis, allez, Blazers, ils ont des pics des Bucks, ce serait quand même beau quoi. Même si je vois pas ce que Yanis irait faire à Portland. Et ça serait très drôle il se retrouve à Portland avec Damian Lillard au passage et je vois Holiday. mais, ouais, et Holiday en plus, tu sais. Cette fois-ci, il serait avec les deux en même temps. Bah regarde, bah voilà, tu vois. Mais tu te retrouves avec tes 2 ex en voiture pour partir en vacances, c'est pas cadeau. Ouais, mais tu sais, elles ont pris de l'âge, tu vois. sans tomber dans du sexisme. Voilà. Mais bref, non, évidemment que j'aime bien Portland. C'est la première équipe que j'ai aimée avec Rashid Wallace, Bonzi Wells, eux et les Spurs de Tim Duncan, parce que bêtement, quand t'es petit, t'aimes bien aussi l'équipe qui vient de gagner, et les Spurs venaient de gagner. Mais j'ai toujours bien aimé. Et Lillard m'a fait... parce que tu vois, moi, j'aimais pas trop l'équipe avec Batum, Aldridge, tout ça.
Rudy Fernandez, cette équipe, j'ai pas trop pu l'encadrer. J'aimais bien Brandon Roy, mais il y a eu un moment de flottement là où c'était pas l'équipe. Je sais qu'il y a des fans des Blazers qui adoraient cette équipe, Wesley Matthews, Batum, Aldridge. Moi, j'ai pas kiffé des masses. Par contre, Damian Lillard, il m'a redonné un truc quoi. Quand il est arrivé, c'est tout de suite devenu le joueur que je kiffais le plus dans la ligue. Et du coup, Lillard, c'est différent. Pardon, la question sur la compétitivité maintenant. Donc, bref, Ouais. tout ça pour dire oui, je n'en fais pas non plus des tonnes parce que j'ai pas un amour infini envers Portland ou envers n'importe quelle autre équipe. Je suis plus attaché à des joueurs un peu comme toi. Et sur Portland, c'est une équipe qui a fini les 40 derniers matchs de la saison, ils font 22-18. La franchise, c'est sur ça qu'elle veut s'appuyer. C'est sur le fait que, bah, ok, on a bien fini, on a fini avec une des meilleures défenses. C'est peut-être le moment de passer un cap. Je comprends. Je pense qu'il y a de l'optimisme un peu. Je serais pas aussi chaud, mais je capte qu'à un moment, tu peux pas non plus continuer à viser la draft, quoi. Et ce qui manque à Portland, bah tiens, regarde, ça découle. Il manque en fait la star, quoi. Il manque le gars qui te fait. On sait que c'est un sport collectif, mais à un moment, il y a un ou deux individus qui te font, qui te mettent Tu vois, je reprends l'exemple de Banquero que dans le CQFR, celui de samedi, je disais, bah, je suis pas non plus super haut sur Banquero. Maintenant, quand il arrive à Orlando, il y a un truc qui se passe direct. À Portland, il n'y a pas ce Banquero, il n'y a pas un joueur comme ça. Peut-être Sharp, peut-être Scoot, va savoir. J'ai l'impression qu'on l'aurait déjà vu en fait. Sharp, il y a un truc encore, il y a un truc. Sharp, il y a vraiment beaucoup de talent, mais je suis pas sûr. C'est marrant, j'avais, tu vois, Simmons, non Simons du coup. Simons, quand il est jeune et qu'il commence à péter, et je regardais encore pas mal de matchs des Blazers, j'étais en mode, ah, il est bon, mais tu sais, ça fait un peu calorie vide, tu vois. Genre, il est bon, mais tu fais pas ton projet autour de lui, tu vois. Et d'ailleurs, les Blazers, pas du tout l'intention de le faire au final, vu qu'ils l'ont échangé contre Jrue Holiday. Et ils avaient même mis un pic à la base dans le truc. Des seconds tours, pardon. Sharp, j'aime beaucoup, je suis hypé, je suis excité. Et j'ai du mal à voir un scénario où vraiment c'est un mec qui te fait gagner. Genre, tu vois, il est arrivé avec des comparaisons à la Paul George. Paul George, à un moment, c'est quand même vraiment un joueur qui te fait gagner des matchs à une époque, tu vois. Je suis pas sûr sur Sharp. Je suis pas sûr du tout. Je le vois pas trop. Sur Scoot, je le vois pas trop. Donc, il manquerait ça. Par contre, là, aujourd'hui, il y a du talent entre les vieux et les jeunes, il y a du talent. Soit Klingan, Scoot, Sharp, Hansen Young, pardon, Toumani Kamara pour les jeunes, ou que ce soit Jeremy Grant, euh, Jrue Holiday, Deni Avdija, maintenant Ouais, qui Damian était Lillard bon. Ouais. éventuellement, qui a été bon. Ouais. Tu vois, Mm. il y a du talent. Et cette équipe, ils étaient qu'à 3 matchs finalement du play-in, en fait, les Blazers. Ils ont fini à 3 matchs du play-in. Donc l'idée, c'est peut-être de viser le play-in. Je pense que c'est l'idée. L'idée, c'est de play-in. Mais pareil, pardon, je fais très long, Théo. Comme quoi, je peux parler des Blazers. Mais quand Détroit passe un cap, déjà, ils sont à l'Est. Parce que là, l'effectif, tu pourrais dire, c'est un peu le même principe. Tiens, on a des vétérans. Je pense que c'est même l'idée, en fait. Je pense que c'est même l'idée, c'est de se dire, bah tiens, on a ajouté des vétérans avec nos jeunes, et les vétérans, ils vont nous aider à gagner. Là, ça y est, on passe un cap. Mais Détroit, il joue à l'Est, et deux, il y a Kate Cunningham. Il n'y a pas un talent comme Kate Cunningham, en fait, à Portland. Et c'est ça qui manque. Ouais, je vais te dire, en fait, ce qui manque, il leur manque Cooper Flag. Moi, j'aurais adoré, tu sais, quand il y avait la Ça aurait été loterie, parfait. Ça aurait été c'était une des parfait. équipes dans lesquelles j'aurais adoré le voir débarquer. Parce que là, tu vois, c'était avec Cooper Flag, avec tout le reste. Bon, ils auraient certainement pas Jrue Holiday, hein, je pense qu'ils auraient fait d'autres choix. Mais tu dis, bah ouais, là, c'est parfait, en fait, pour passer un cap. T'as ta star, t'as plein de joueurs qui sont comme toi, hein, tu vois, moi, j'aime bien Sharp. Et pour Scoot, j'attends de voir. Parce qu'il y a quand même vraiment du talent, mais on en parlait un peu samedi. Ni pour l'un ni pour l'autre, je ne les vois pas comme étant une vraie première option viable d'une équipe qui veut faire les playoffs à l'Ouest. Là, tu dis, bah, tu as déjà le supporting cast qui est peut-être en place, en fait. Et alors, bah, tu as un rookie, ça va peut-être pas suffire. Peut-être cette année, vous allez certainement pas faire les playoffs, mais au moins, finalement, t'es sur la route, quoi. Et je te rejoins complètement avec la comparaison avec Kate Cunningham là-dessus. Là, j'ai du mal quand même à comprendre vraiment. On en parlait aussi après l'annonce de la signature de Damian Lillard à Portland vendredi matin. Je suis pas sûr de bien comprendre où en seront les Blazers, pas la saison qui vient, mais la saison d'après en fait. Tu vois, j'ai du mal à voir dans leur tête quel est le scénario idéal en fait. Là où ils se disent, bah, on espère qu'on sera là la saison prochaine. Je suis un peu, un peu gêné là-dessus.
En début de saison dernière, c'était une de mes équipes coup de cœur un petit peu. J'avais beaucoup regardé le début de saison des Blazers. Il y a vraiment des choses sympas. Toumani Camara, super joueur. Euh, Encore une fois, un scout sur des séquences sharp, etc. C'est sympa, ça manque de constance. Mais je suis pas sûr de voir précisément le plan de route pour Portland. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une reconstruction différente. En fait, on est sur un style Indiana. On est sur un style de. On va voir. Écoutez, on va pas viser le tanking. Ça n'a pas marché. On n'a pas eu les pics qu'il fallait. De toute façon, on avait peut-être même déjà trop de talent à ce moment-là parce qu'on a quand même Simons qui met 20 points par match. On va pas gagner 15 matchs. On peut pas être le Jazz. On peut pas rivaliser avec ces équipes-là. Donc, en fait, dans les 5 ans, parce que moi, c'est plus sur 5 ans, je vois pas non plus où sera exactement Portland. Je pense que le but, ça va être d'être une équipe middle, de faire des bons choix, ce qui n'est pas une garantie. Hein. Je suis un peu perplexe des fois des choix des Blazers. Et de se dire, bah, on est une équipe middle qui essaie de jouer le play-in. Peut-être on jouera un tour de playoff sur un malentendu. Et en fait, on a quand même suffisamment d'assets pour éventuellement à un moment se retrouver. Ah bah tiens, regarde, s'il y a un jour une équipe qui fait comme les Kings avec Tyrese Haliburton, genre, ah, non, lui, on n'en veut plus. Ah bah tiens, ça te dit pas d'avoir Jeremy Grant ou d'avoir Shadon Sharp. Là, regarde, il tourne à 22 points par match. Sharp, ce serait bien pour vous, non? Tu vois, un truc comme ça. Genre, tu vois, quand Sabonis, il est échangé par Indiana, c'est un jeune All-Star, en fait. On est sur un jeune All-Star. Regarde, j'ai commencé à me révéler, j'ai commencé à trouver mes pouvoirs. Passez-nous à Liberton, tu vois. Portland sera peut-être dans cette position. Ou à l'inverse, une grosse superstar, là j'y crois moins, je vois pas comment Portland serait dans cette discussion, mais une grosse superstar, et là tu te dis, ouais, attendez, on a les pics des Bucks, on a nos pics, on peut donner scout, tu vois, on a des trucs, on peut proposer un package pas dégueulasse. Donc je pense que Portland, l'idée c'est de se dire, ok, on va pas être les meilleurs, on va pas être vraiment candidat à gagner une série de playoffs, mais on va essayer de pas être nul non plus et de voir ce qui se en attendant, on se fait une belle histoire avec Damian Lillard. Il termine chez nous. C'est l'icône de notre franchise. Il va être un mentor. Il fait quand même une ou deux belles dernières saisons pour partir en ces termes. Et je pense qu'à Portland, il sera. C'est ce que je disais vendredi. Je pense qu'il y a un endroit où il peut être 60% du joueur qu'il a été ou 70% du joueur qu'il a été, c'est là. Parce qu'il connaît, il a tous ses repères, il connaît tout le monde dans l'encadrement, il sera à l'aise. Bah voilà, on finit comme ça. Derrière, effectivement, on n'a pas une énorme possibilité de reconstruction, mais on va juste essayer de se maintenir en attendant de voir ce qui se présente comme opportunité. Je trouve ça hyper pertinent ce que tu dis et moi ça aurait beaucoup plus de sens pour moi ce que tu vois les options que tu proposes en se disant l'année prochaine on va montrer nos joueurs, ils vont jouer, enfin nos jeunes, et par contre l'idée c'est de toute façon on va pas tous les garder. Et Ouais, l'idée bah, c'est dans 2 ans, de toute façon on les a pas tous, et même l'idée c'est que en cours de saison prochaine ou à l'été prochain, on en deal pour faire revenir un joueur peut-être un peu plus avancé alors, pas de l'âge de Damien Lillard, hein, c'est pas l'idée, c'est pas de jouer le titre de toute façon, mais tu vois un joueur un peu plus établi, voilà, c'est le terme que j'ai utilisé, un joueur un peu plus établi qui va nous permettre d'être middle et de peut-être choper un play-in pour le coup parce qu'il sera plus efficace, de choper les playoffs, finir avec Damien Lillard sur cette note-là et derrière on va continuer notre route. Je pense que ça aurait plus de sens effectivement ça. c'est une franchise qui a rarement manqué les playoffs, hein, Portland, hein, mine de rien. C'est Ouais, pas dans la culture de la franchise d'être complètement à c'est vrai. zéro. C'est arrivé, bien sûr, ils ont eu le premier choix avec Greg Oden, tout ça, mais c'est une équipe. Euh, c'est vrai que 2 fois Portland a laissé passer Michael Jordan et puis Kevin Kevin Durant, Durant. mais voilà, c'est une équipe qui a quand même très souvent joué les playoffs et qui a tendance à rester compétitive. Ouais. Carrément. Allez, enchaînons avec une question d'Anthony du 07 qui nous dit Jalen Williams a déclaré avoir fait une trentaine d'infiltrations pour supporter la douleur suite à une blessure subie au poignet au début du mois d'avril. Cette gestion des blessures me surprend, voire me choque. Les progrès de la médecine sont davantage utilisés dans l'intérêt de la franchise et de la victoire à tout prix, plutôt que dans l'intérêt du patient et de la santé du joueur sur le long terme. Au final, OKC est champion et Jalen Williams a signé un nouveau contrat très lucratif, mais cela ne m'empêche pas de m'interroger, d'où ma petite interrogation pour vous. Quel est votre point de vue sur cette gestion des physiques des sportifs? Ces pratiques médicales et ces abus vous choquent-elles comme moi? La NBA ne devrait-elle pas encadrer davantage ces pratiques qui peuvent être dangereuses sur le long terme pour le physique des sportifs? Je pense que ça fait bien longtemps qu'on a abandonné. Enfin, non, 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 pardon. En vérité, c'est vrai que de plus en plus, on commence à s'en soucier. Mais je suis désolé, je vais faire le mec qui parle d'argent à chaque fois, mais en fait, c'est la thune. Tu vois. On sait pas.
c'est un business, tout ce qui se passe là. Nous, pour nous, il y a du divertissement, c'est une ligue, c'est du sport, mais en réalité, c'est pas du sport, c'est d'abord un business avant d'être du sport, malheureusement. En tout cas, la vérité dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. C'est plus un business qu'un sport. Pour nous, c'est plus un sport qu'un business, parce qu'on est passionné. Mais la vérité, c'est que c'est du business. Je prends regarde les cyclistes. Tu crois qu'on s'est soucié une seconde de la santé des cyclistes? Regarde combien, moi qui ai grandi en voyant un peu le Tour de France fin des années 90, surtout début des années 2000, je connais un paquet de cyclistes que j'ai vus petits qui sont morts. Ils sont morts, tu vois, ils sont morts. Les mecs que je suivais dans les années 2000 en NBA, ils sont pas morts. Mm. Des cyclistes, j'en connais un paquet, ils sont morts. Là, ils sont morts ou grave problème de santé. Et c'est évident que ça vient de ce qu'on pouvait donner comme produit. Mais je pense que là, pareil, on commence des fois, il y a des voix qui se délient, mais regarde dans quel état. Bah tiens, les basketteurs des années 90 ou 2000, quand vous avez la chance d'en croiser quelques-uns, mais il y en a, je ne sais pas si vous avez déjà vu Scottie Pippen en vrai, mais Marché, ouais. limite, pour attacher des ficelles et je le porte, hein, parce que non, mais c'est terrible en fait. Les gars, ils sont bousillés, leur corps est bousillé. Donc, le corps de l'athlète passe après les dollars. Par contre, comme c'est lui qui rapporte des dollars, le corps de l'athlète, on est quand même obligé d'en prendre soin. Et puis, ils savent, ils jouent, c'est des compétiteurs, mais hors normes. Donc, Jalen Williams, il sent qu'il est dans une position de gagner un titre. Je pense qu'il dit ouais, balance-moi les 30 injections, il n'y a pas de problème, fais-les tous en même temps s'il faut, tu vois. Mais il veut jouer, il veut aller chercher son titre. Bah oui, complètement. C'est ce qu'on a vu aussi dans le cas de Tyrese Haliburton. Il y a eu la question qui s'est posée. Est-ce que la franchise n'aurait pas dû l'empêcher de jouer? Est-ce que Tyrese Haliburton n'aurait pas voulu jouer? En fait, au bout du compte, le club et le joueur voulaient jouer. Ils ont tenté un pari, ça a manifestement pas fonctionné, et maintenant les deux doivent en payer les conséquences. C'est compliqué ces questions autour de la santé parce qu'en plus elles sont souvent teintées. Je veux dire, rappelle-toi quand Ben Simmons arrive à Brooklyn et qu'il joue pas pendant je sais pas combien de temps et qu'il dit qu'il a mal au dos et qu'il se sent pas bien dans sa tête, les gens commencent à se dire mais c'est une blessure bidon. Il Pareil est en pour train Embiid. de Pareil. Pareil pour Enfin, Embiid, il est en train de dire ouais, il se sert de de problèmes de santé mentale comme d'un bouclier, il fait du mal aux gens qui souffrent vraiment de santé mentale, alors que tous ces avis qu'on voyait passer sur les réseaux, c'est des gens qui connaissent pas plus Ben Simmons que nous, quoi. Toi qui l'ont même jamais croisé. Et cette pression, faut reconnaître, elle repose uniquement sur les joueurs. Elle repose uniquement sur les joueurs, et je trouve que en ça, les anciens joueurs n'aident pas non plus à dire ouais, moi à mon époque on jouait ceci, on jouait cela. Tu vas lui dire ouais, mon pote, ton prime, t'as joué 12 ans, ton prime il a duré 3 ans. Les mecs de maintenant, ils peuvent raisonnablement espérer jouer 15 ans et étendre leur prime. Et puis le sport, c'est pas le même en fait. Tu vois, tu vois Shaq et Barkley te parler de la dureté des années 90. Ok, la dureté des chocs, c'est pas la même. Mais tu courais beaucoup moins. Tu courais beaucoup moins toute l'année. Le sport a changé en fait. Donc faut arrêter avec ces comparaisons qui n'ont pas de sens. Parce que dans ce cas-là, moi je prends les mecs des années 60 qui jouaient avec des putains de Stan Smith, qui s'entraînaient dans des gymnases en béton. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dans les années 90, vous étiez des comment dire, des rigolos. des voilà, vous étiez des rigolos comparé à ces mecs-là. Faut arrêter avec ces comparaisons-là. Par contre, en ce qui concerne la NBA, j'aime pas non plus, tu sais, ça me plaît pas non plus la règle selon laquelle la NBA peut mettre des amendes si les joueurs jouent pas, là. Tu vois, je trouve que c'est rentré dans... c'est pas la place de la NBA de savoir si un joueur a besoin de se reposer ou pas sur un back-to-back. Tu vois, j'aime pas ces implications-là. En revanche, si je devais réfléchir à des solutions, je pense qu'il faut que la NBA mette en place les limites, tu sais, comme dans les rookie programmes, là où il y a tout un tas de choses, qui est des médecins en fait qui viennent et qui expliquent aux gens que faire des infiltrations c'est pas normal en fait, c'est pas neutre, c'est pas normal. Encadré dans certains cas, j'imagine que c'est possible et que c'est pas forcément des effets qui sont négatifs à coup sûr sur ta santé, mais voilà une espèce d'éducation à la santé et dans le meilleur des cas, mais ça sera jamais mis en place, qui est une espèce de cellule médicale indépendante qui puisse donner son avis, venir et statuer, un médecin qui n'est pas le médecin du joueur, qui n'est pas le médecin du club, et qui vient donner un avis pour départager dans certains cas.
Tu sais, le coût des amendes, ça montre à quel point c'est du business. Pourquoi la NBA maintenant elle met des Bien sûr. amendes sur ça? C'est parce qu'ils veulent que les stars soient à la salle, parce que sinon ils ont peur qu'il y ait un jour moins d'audience, parce qu'il y a Mm. des gens qui se plaignent. Ah, j'ai payé ma place 1000 $ et Stephen Curry il n'était pas là. Et je Bah ouais. comprends le fan aussi, tu vois, mais tout en fait, c'est ça, c'est le business. Donc la NBA, ah là, ça peut toucher à mon portefeuille. Ah bah là, je vais dire un truc qui va dans tel sens, puis dans tel autre sens. Je crois que le truc le plus sensé qu'avait dit Kendrick Perkins sur la santé des joueurs, c'est quand il a dit si une franchise me dit que j'ai un truc au mollet, je joue pas en fait. Mm. Je vais pas jouer. Si on me dit c'est ouais calf strain, si on me dit que c'est ça, si c'est ça ce que le médecin de la franchise me dit, c'est qu'ok, il faut pas que je joue en fait. Ouais, mais je suis trop d'accord avec toi. Et pour le coup, tu vois, même aujourd'hui, on en parle et c'est très bien, mais je pense qu'avant, c'était encore pire. Je me rappelle de. Attends, Jason Kidd était revenu genre en 3 semaines d'une fracture de la cheville, un timing complètement dingue. Et tu sais, son explication, c'était Yes, I'm a quick healer. C'était mon corps et il guérit rapidement. Et Excuse-nous, de quoi tu parles? excuse-nous Wolverine. Ouais, Pardon. c'est ça, exactement. Allez, une autre question blessure envoyée par François Xavier. C'est plutôt effrayant de voir le nombre de blessures graves qu'il y a eu encore cette année. Haliburton, Tatum, Lillard, Irving vont probablement rater toute la saison prochaine. Pour Haliburton, c'est confirmé. C'est encore plus grave parce que ce sont des superstars et qu'ils vont cruellement manquer à leurs équipes. Du coup, je me suis demandé si la pression médiatique un peu malsaine de la NBA n'a pas une influence directe sur la santé des joueurs. Tu es exposé à la pression, donc tu t'inquiètes pour ton image, donc tu te fais des nœuds à la caboche à longueur de journée et donc, bim bam boum, tu te blesses. Bim bam boum, ça me rappelle des systèmes d'attaque de zone de l'équipe de France féminine. Bref. Parce que souvent, Ah, quand on est préoccupé mentalement, ça finit par déteindre sur le physique. Bref, est-ce que c'est pas en partie à cause du tapage médiatique que les superstars se blessent de plus en plus souvent? ça fait partie, je pense, des facteurs. On parle des années 90, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans les années 90. Il n'y avait pas autant d'exposition. Aujourd'hui, n'importe quel joueur est exposé. Il y a donc les médias, les réseaux sociaux et les paris. Les paris sportifs, c'est terrible. Et la NBA, Adam Silver, c'est son cheval de bataille, il est à fond là-dessus. Et on voit qu'il y a déjà des conséquences. Chaque jour on creuse, chaque année on creuse. Tu vois qu'il y a de plus en plus de joueurs qui en fait sont emmêlés dans des histoires et on n'a pas fini de creuser, on n'a pas fini d'en trouver. Les paris sportifs, les messages que reçoivent les joueurs NBA parce qu'ils ont raté un rebond, un tir de trop et que ça nique le pari de quelqu'un qui craque et qui vient sur les réseaux les insulter. Donc, on a le mix réseaux sociaux, paris sportifs. Je pense qu'on n'a pas idée. T'imagines s'il y a, enfin, c'est quand même un pays de 300 millions d'habitants. Imagine qu'il y a 30 000 mecs qui passent à côté un soir parce que Nasrid, il a mis 19 points à la place de 20. S'il y a ne serait-ce que 10%, ça fait que Nasrid, dans la soirée, il peut recevoir 3000 messages de mecs qui lui disent ouais, je ne sais pas si on va redire des insultes sur YouTube, je vais me Non, non, calmer, on va mais se faire ouais, démonétiser. voilà, Faut voilà, pas faire. exactement, exactement. Mais insérez l'insulte de votre choix. À cause de toi, j'ai pas gagné tant, ou à cause de toi, j'ai perdu tant. Tout ça, ça crée de la pression. Donc, plus évidemment les médias, l'exposition, la manière dont on expose la performance, tout ça, la santé mentale, l'évolution de notre société. Donc, tout joue. Effectivement, je suis d'accord que sur la tête, ça a une influence sur le corps. Et l'autre chose, et ça rejoint ce qu'on parlait juste avant, sur les années 90, machin, le jeu, il est beaucoup plus rapide, comme tu l'as dit. Les mecs, ils cavalent, ils ont des changements de direction dans tous les sens. Bah ouais, forcément, il y a plus de risques de blessures. C'est beaucoup plus intense. C'est plus intense, je suis désolé, c'est peut-être moins physique, c'est peut-être moins dur physiquement, mais le jeu NBA, il est plus intense que ce qu'il ne l'a jamais été. Ouais, je suis d'accord. Et par contre, du côté positif, tu dis que les athlètes n'ont jamais été aussi bien préparés. Et dans 5-10 ans, ils seront encore mieux préparés. Plus on en sait sur la science et sur la médecine, mieux ces athlètes vont se préparer. Je pense qu'il va aussi y avoir peut-être un ajustement dans la façon justement Il y a dont déjà, les ouais. athlètes d'aujourd'hui se préparent pour que ça colle avec le basket d'aujourd'hui et le basket de demain. Donc tout n'est pas sombre. Par contre, oui, la fatigue mentale, c'est sûr que ça joue. Sur les paris sportifs, je te rejoins à 2000%. Et sur ces questions de santé, de fatigue, oui, c'est clair que ça ne peut que jouer de toute façon. Allez, une autre question d'Erwan.
Je comprends l'intérêt de la Summer League pour les joueurs à la recherche d'un contrat NBA et qui donnent tout pour intégrer les camps d'entraînement. Par contre, pour ceux qui ont déjà un contrat garanti comme les sophomores et les joueurs sélectionnés au premier tour de draft, quel est l'intérêt? Même s'ils dominent la Summer League contre des adversaires tout juste au niveau G-League, ce sont les camps d'entraînement et le début de la saison régulière qui décident des rotations et pas ces matchs bidons en juillet. Donc en gros, c'est à quoi ça sert pour les top picks de participer à la Summer League? Bah, il faut quand même que tu te montres, tu as un peu le trophée de ton équipe. Sinon, la Summer League, on en revient au business, hein. Sinon, elle a zéro intérêt, hein. S'il n'y a pas Cooper Flag qui joue un ou deux matchs, la Summer League, elle n'a pas un sponsor, hein. Si elle est sponsorisée par YouTube ou je ne sais quoi, la Summer League, c'est parce qu'il y aura quand même les top prospects. C'est devenu un peu une tradition. Il y avait eu LeBron James contre Dwayne Wade. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc, faut que donc ça dépasse leur cadre de leur intérêt à eux, mais c'est celui de leur franchise. Et pour eux, c'est la première occasion de marquer le coup, de se tester. Tu vois, tu arrives, tu sais, c'est des compétiteurs. Ils ont toujours des choses à prouver. Je suis numéro un, je suis Cooper Flag, j'arrive. Je vais vous montrer que j'ai. C'est pour ça qu'ils jouent que deux matchs. Ils en jouent pas cinq ou six, ces gars-là. Ils en jouent deux. Généralement, c'est deux. Ils viennent, ils jouent deux matchs, ils montrent qui ils sont. Voilà, j'ai montré quelques qualités. Je fais plaisir un peu à la fanbase. Je fais plaisir à la franchise. Et moi, je rappelle qui je suis. J'ai pas été drafté pour rien. Et après, et est-ce que ça se décide sur le camp d'entraînement, les rotations? Ça se trouve, ça se décide avant même que le mec soit drafté, en fait, les rotations de la saison d'après pour ses top picks. Cooper Flag, il peut faire 0 sur 15 à la Summer League s'il veut. Sa place, elle est déjà préparée, hein. Il peut être à la ramasse au camp d'entraînement, 0 sur 30 en pré-saison. Ah, il aura quand même ses minutes, hein. Donc, les rotations, je pense qu'elles sont déterminées autrement pour les top picks. Il y a un autre élément qui est important, c'est que il y a une période durant laquelle les membres d'un staff d'une équipe NBA n'ont pas le droit en fait d'être au contact des joueurs tout simplement. Tu peux pas en milieu de ton été demander à ton assistant coach de venir te faire des shoots. C'est pas possible. Donc c'est aussi le moment avant la coupure et avant la reprise officielle où tu peux être déjà un petit peu dans l'encadrement des joueurs, que ça soit dans l'évaluation ou dans le fait de donner des consignes très claires. Par exemple, je sais pas, imaginons Cooper Flag, on en parlait, je sais plus si c'était tout à l'heure ou samedi, de joueur très polyvalent, bah, si tu veux pouvoir l'évaluer un petit peu plus chez toi avec tes assistants coach et qu'ils puissent lui dire voilà, bah, cet été, on a pensé à ce programme-là spécifiquement, tu bosses avec ton traîneur, c'est aussi le moment où il peut y avoir toutes ces discussions-là. C'est dans le cadre de la Summer League. Et puis, c'est le fait de jouer, parce qu'après, c'est long. En fait, il y a quand même une grosse coupure. C'est le dernier moment, parfois, de compétition organisée pour ces joueurs-là. C'est aussi le moment, peut-être, où tu vas te créer des connexions. Tu vois, je voyais Ryan Nembhard envoyer des passes à Cooper Flag. Alors, on ne sait pas encore si Nembhard va signer un contrat avec Dallas. Mais parfois, c'est aussi là qu'il y a des choses qui peuvent naître, en fait, en termes de complicité, gagner un petit peu. Tu as le mec dans ton établissement, tu lui fais voir toutes les infrastructures, tu le mets un petit peu en compétition de jouer. Je pense que tout ça, ça joue un petit peu. Après, je reviens sur ce que tu disais, hein, c'est que c'est aussi un business. Et finalement, si ces joueurs-là n'étaient pas là, limite, la Summer League, elle servirait encore moins à quoi que ce soit. Tu saurais pas ce que tu as sous Elle les serait yeux, pas en fait, tu vois. médiatisée, elle serait absolument pas médiatisée. Qu'est-ce qu'on a à faire sinon de la Summer League? Mais même en termes d'évaluation des talents, en fait, si tu avais Ah que oui. des mecs, tu vois, de Ah second ben, tour, de fin de premier tour, qu'on fait de la G-League, etc., je pense que ça sera encore plus dur pour les équipes de savoir hmm, quelles conclusions tirer de ces confrontations, quoi. c'est vrai. Allez, une question un peu technique envoyée par Roland. Euh, Enfin, tu vas voir, technique. Roland qui nous dit: j'ai besoin de vos lumières. Dans un récent podcast, il y avait une question sur la fameuse attaque en triangle. J'ai commencé à suivre la NBA en 93 et je pense que tous les 2-3 ans, je relis un article dessus. Je ne comprends toujours pas en quoi elle consiste malgré les schémas et c'est sûrement parce qu'il n'y a rien à comprendre. En tout cas, rien de spécial, rien de génial, pardon. Je lis en gros que tous les joueurs sont du même côté, ok, génial, le ballon tourne bien, tout le monde a la balle, oulala, incroyable, le danger peut venir de partout, blablabla. Dans une équipe avec Jordan, Kobe ou Shaq, le danger ne vient pas de partout, il vient juste d'eux. Ou alors, peut-on... Ou alors... euh, Voilà, le danger vient d'eux. Cette fumeuse attaque n'a donc été utilisée que par un entraîneur pour 2 équipes en 1000 ans de basketball. Merci de me confirmer une bonne fois pour toutes que cette attaque dont on n'entend parler que dans des vieux livres d'histoire du basket est surcotée. Pour ne pas dire de la branlette intellectuelle de Zen Master. Ça, c'est pour toi. On a déjà eu une question sur l'attaque en triangle dans un dernier CQFR, là. Je ne saurais pas trop quoi répondre sur tout ça. J'avais vu quand même les principes, j'avais vu une vidéo YouTube dessus, mais
mais ça me parle pas des masses. Je dirais qu'il y a une autre équipe qui l'a faite, c'est les Knicks, avec justement Phil Jackson en tant que président, et ça n'a pas marché. Ouais, bah voilà. Pour revenir un petit peu, alors sans faire de la redite sur ce qu'on avait dit précédemment, euh, pourquoi on en a fait autant autour de l'attaque en triangle à une époque? Parce que le jeu était très différent. Et que à l'époque, en 93, t'imagines pas une seule seconde qu'une équipe puisse jouer, par exemple, comme le faisaient les Pacers, où tu dis, mais il n'y a pas de système en fait. C'est que des principes, c'est que de la réactivité par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On sait pas d'où vient, on sait jamais d'où vient le talent. Le jeu était beaucoup plus stéréotypé par le passé. Il l'était encore à l'époque de l'attaque en triangle, mais ça a été un moyen, notamment pour Phil Jackson, et surtout grâce à Tex Winter, qui est l'inventeur de ce principe de jeu, de forcer quelque part Jordan à avoir confiance en ses coéquipiers et à faire en sorte que pendant 3 quarts temps et demi, la balle va circuler quand même. La balle, parfois, va être dans les mains de Luc Longley. Des choses qui, aujourd'hui, ça ne nous semble pas révolutionnaire de se dire, ah, bah, le grand, il a la balle au poste haut, et parfois, c'est lui qui sert un extérieur qui va couper au cercle. Mais à l'époque, c'est pas la norme, en fait. Et c'est en ça, je pense que l'attaque en triangle a été importante. Elle est aussi importante parce qu'elle a permis, au bout du compte, à des équipes de remporter 9 titres entre 91 et 2002. C'est ça, hein, je me trompe pas. Il y a 9 titres qui ont été remportés en utilisant ce principe de jeu. Donc, c'est pas anodin. Je rejoins pardon, j'ai oublié le nom, c'est Roland, par contre, quand il dit, bah oui, c'est plus facile quand t'as Jordan, Pippen, Shaq et Kobe, t'as plus de chances de pouvoir gagner des titres que quand t'essaies de faire jouer ça avec Carmelo et je sais pas. Même 11 titres, non? Quand il revient avec Kobe et Pau. Il y a un Oui, petit c'est peu. encore l'attaque en triangle, t'as raison. Ah ouais? C'est encore Ouais, l'attaque en pardon. triangle, même s'il y a un peu plus de Excuse-moi, diversité. Non, non, mais t'as c'était raison. le temps que ça monte jusqu'à mon cerveau. Tu vois, là, maintenant, vous Non, non, savez mais des fois comment ça se passe sur mon cerveau, le temps que ça a mis. t'as Pardon, tout à pardon. fait raison. Et en fait, c'était un cadre quand même qui permettait. Bien sûr que tu savais qu'en fin de match, la balle allait revenir dans les mains de Kobe, en fait. Ou de Jordan, ou de Shaq, ou de ce que. Peu importe. Mais c'était quand même un moyen d'organiser le jeu un peu différemment par rapport à ce qui se passait. Et à l'époque, de créer un peu de. D'imprédi... c'est pas un terme, imprédictabilité, non, En un peu de. imprévisibilité. Merci. C'était un peu plus imprévisible que quand tu avais des systèmes classiques de soit d'isolation pure, on donne la balle à un machin, tous les autres se poussent, ou système où tu sais que de toute façon, bah, le système, la balle, elle va arriver. Quoi qu'il arrive, la défense peut faire ce qu'elle veut. La balle, elle va quand même arriver au joueur après la quatrième passe dans ce spot précis. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on en a fait beaucoup. Et après, il y a toute la mystique autour. Phil Jackson, les titres des Lakers, les titres de Jordan. Voilà, je pense que. Et pour y revenir, aujourd'hui dans le jeu moderne, il y a encore des principes de l'attaque en triangle qui sont utilisés, comme il y a des principes de la Princeton Offense. C'est simplement que le jeu a énormément changé, à mon sens. Allez, dernière question. Une question envoyée par Jean Samuel et qui nous dit: le projet NBA Europe ressemble pour l'instant plus à une G-League bis qu'à autre chose. A l'inverse, est-ce qu'une extension de la NCAA en Europe ne serait pas envisageable? Un vrai partenariat entre les grandes universités européennes et la NCAA, avec un cadre académique et sportif solide, et pourquoi pas une March Madness élargie avec les équipes européennes intégrées au tournoi ou une finale entre le champion US et le champion d'Europe. Wow, alors, j'ai pas fait assez de sport à la fac parce que je suis pas allé longtemps à la fac, mais ça me semble. Vous avez vu les infrastructures, les mecs? On n'a pas de gymnase l'été ouvert. Non, ça me semble impossible. Euh, Il y a des facs, elles disent non, non. Ça, je pense impossible. Pour la NBA Europe, je suis pas sûr que le projet ce soit J-League. C'est non, non. Je pense que s'ils le font, et c'est parti pour qu'ils le fassent, il y aura du lourd. Il y aura du lourd. Il y aura tous les joueurs NBA qui ne trouvent pas de contrat. Ça sera une passerelle beaucoup plus simple en fait. Parce qu'il y a, limite, il y aura des affiliations tacites peut-être, ou je sais pas, mais tu rejoins. Alors oui, tu me diras, bah, pourquoi ils ne jouent pas dans la Basketball Africa League? Oui, c'est vrai, tu vois. Mais là, je pense qu'on sera sur un truc plus relevé avec des gros clubs, beaucoup de moyens. On parle du Paris Saint-Germain, on parle de Saoudiens, de Qataris, on parle de Manchester City. Il y aura de l'argent à dépenser. Je ne sais pas quel est le budget des Toros de Rio Grande Valley Viper, mais c'est pas la même chose, hein. Là, on sera sur du
C'est pas, ouais, je paye 2000 € et je peux passer un essai. Je crois qu'il y a ça en J-League. Tu peux payer pour passer des essais. Je crois que tu payes 600 $ et tu peux aller passer un essai qui que tu sois pour aller jouer en J-League. Non, non, non. Je pense que ce sera beaucoup plus costaud que ça. Ouais, pour ce qui est de la NCA, alors moi, pour le coup, je suis resté quand même assez longtemps à la fac. J'ai beaucoup joué à la fac. J'ai passé certains de mes meilleurs moments, rencontré certaines des personnes les plus importantes de ma vie. Si vous avez joué ou vous jouez encore, profitez à fond. Les tournois à l'étranger, les tournois mixtes à Fubertal, à Rotterdam, c'est mortel. Tu joues contre comment dire, des gens de partout en Europe. Même le meilleur niveau universitaire, c'est très cool. C'est souvent soit des facs qui ont des joueurs qui sont en centre de formation, soit des facs qui font STAPS qui gagnent. Par contre, c'est à des années-lumière du niveau de la D1 NCAA. Les installations, c'est même pas la peine. Et en fait, le mode de fonctionnement est trop différent. En fait, le mode de fonctionnement et de financement du sport universitaire, je sais pas si vous avez déjà vu, hein. Moi, j'ai dû aller voir, dû jeter un coup d'œil quand même à combien ça coûte en fait de pouvoir s'inscrire à la fac pour suivre des études. Regardez un petit peu combien ça coûte. Je peux te dire que les frais d'inscription au Crous, c'est pas la même, et que même les grandes écoles européennes, c'est pas la même, quoi. Donc c'est pour toutes ces raisons-là. En fait, sur le principe, ça serait mortel. Tu vois, je lis la question, je dis ça serait trop cool, mais en fait, c'est des univers complètement différents. Je pense que c'est pas du tout envisageable. Ouais. Voilà. Écoute, bah voilà, Ouais, ouais, on va c'était la s'arrêter là-dessus. dernière C'est vrai, question. pardon, Ouais, c'était la on va dernière s'arrêter là-dessus. question. Effectivement, bon, comme d'hab, ça nous a fait très plaisir, hein, là, de faire cette double salve de questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer plein de questions, hein, ça nous pousse à en faire deux, mais on aime beaucoup. Donc, merci à vous et on se retrouve demain matin pour un nouveau CQFR, comme d'habitude. Ciao, ciao! Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.